fondamentaux, on se rappelait les bases. Et là, on va commencer notre voyage sur la mise en pratique, sur le fait de générer de l'impact, d'être dans le concret, avec la base de l'action concrète qui est de construire sa politique diversité et inclusion. Donc, ça va être un webinaire assez pratico-pratique. Vous verrez, ça peut peut-être changer de d'habitude. Et donc, je vais partager mon écran, le lancer incessamment sous peu. Si tout fonctionne bien, hop. L'écran complet, tac. Hop, et normalement, ça va le faire. Alors, parfait. Je rappelle, je ne vois pas forcément vos têtes ou votre absence de tête ou les questions. Donc, n'hésitez pas à m'interrompre s'il y a besoin, parce que pour l'instant, je ne vois pas forcément d'interaction. Enfin, je ne vois pas forcément. Alors, on va parler de construire sa politique diversité et inclusion. Et déjà, pour commencer, je vais vous proposer un petit questionnaire pour se mettre en jambe, une petite question, un sondage. Je vous propose de vous munir, si vous le pouvez, si vous en avez envie, d'un smartphone et de scanner le QR code qui est à l'écran pour répondre à la question est-ce que déjà votre organisation a une politique diversité-inclusion? Donc, n'hésitez pas à scanner le QR code et une fois que vous avez choisi la réponse, il faut valider pour que ce soit envoyé. Est-ce que je vais remettre le QR code un petit peu? Donc voilà, vous répondez oui, non ou une quoi? Et comme ça, je vais voir un petit peu ceux qui sont déjà équipés, pas équipés de politique diversité inclusion, pour qui c'est une notion un peu nouvelle ou qui aimeraient en savoir plus. Je réaffiche rapidement et puis je vous laisse, je vais laisser une petite 30 secondes et puis on va avancer. Il y aura moins de questions que pour les fondamentaux d'INI, mais il y aura un peu de co-construction vers la fin. Donc, vous pouvez garder votre téléphone près de vous. OK, donc on a 8 répondants et on a quand même 5 personnes dont l'organisation a déjà mis en place une politique diversité et inclusion, c'est pas mal. 3 personnes qui n'en ont pas encore. Et donc, j'espère que ce webinaire va vous permettre de vous nourrir et de vous aider à la mettre en place si vous en avez envie. Moi, je pense que c'est quand même très important. Pour moi, c'est l'étape numéro 1 avant de pouvoir travailler sur ces sujets-là dans une entreprise. Alors, merci pour votre participation. Alors, les enjeux. Je vais vous partager les enjeux d'avoir plus de diversité et d'inclusion au sein de votre organisation. En tout cas, je ne vais pas aller dans le détail. On a vu ça la semaine dernière et donc quand vous recevrez le lien vers la vidéo, vous pourrez regarder. Je vais les rappeler rapidement quand même. On a des enjeux légaux avec la lutte contre les discriminations, la loi de lutte contre les discriminations, pas des quotas, mais des pourcentages à atteindre au niveau des femmes dans les conseils d'administration, etc. La loi Rixin, la loi Copé-Zimmermann. On a aussi la loi pour atteindre 6% de personnes en situation de handicap dans son organisation. Donc, il y a des enjeux légaux d'intégrer plus de diversité et d'inclusion, mais il y a aussi des enjeux RSE, la mise en place de la CSRD. On a un enjeu d'image de marque, un enjeu de marque employeur et également un enjeu de performance. Donc, il y a pas mal d'enjeux pour avoir plus de diversité et faire en sorte que nos processus soient plus inclusifs. Là, je vais vous partager les enjeux de mettre en place, de structurer, de formaliser et de partager une politique diversité-inclusion. Déjà, ça permet d'avoir un cadre de référence. Finalement, quand j'ai une politique diversité-inclusion qui est formalisée, ça donne un cap, une direction, un cadre, ce qui fait que toute décision, toute action, tout projet qui sera mis en place ou qui voudra être mis en place dans l'entreprise devra passer par le tamis de ce cadre de référence et on pourra vraiment prioriser les actions pour répondre à nos objectifs, aux objectifs, aux enjeux de notre politique diversité-inclusion. Donc, c'est vraiment un tamis qui permettra de prioriser et puis de garder du sens, de garder vraiment un cap. Dans un second temps, c'est un enjeu de culture d'entreprise. Le fait d'avoir formalisé, de communiquer la politique diversité-inclusion,
ça va nous permettre petit à petit d'ancrer les valeurs, d'ancrer notre volonté et notre cap auprès de tous nos collaborateurs et collaboratrices. Et donc, ça permettra de faire en sorte que ces valeurs, ce sens, soient portés par la direction, mais également par la ligne managériale et par les collaborateurs, les collaboratrices, donc que ça ruisselle dans toute l'organisation. Et puis, finalement, il y a un enjeu d'impact sociétal, parce que le fait d'avoir cette politique diversité-inclusion et puis de la communiquer à l'extérieur sur son site internet, lors de conférences, lors d'événements, et puis également sur les annonces, le site de recrutement RH, ça permet également de porter ces valeurs à l'extérieur auprès de nos clients, mais également auprès de nos fournisseurs, auprès de nos talents et de nos candidats, donc de nos différentes parties prenantes. Et potentiellement, on peut faire bouger le secteur en étant précurseur sur ces sujets-là. Si on est précurseur et qu'on voit que ça fonctionne, que ça attire des talents, qu'on est plus performant, bah, nos petits camarades, nos concurrents, ils auront envie également de nous suivre sur ces sujets-là. Donc, c'est vraiment… ça structure finalement les choses. Et puis, la politique diversité-inclusion, la diversité et l'inclusion, c'est des sujets stratégiques en tant que tels. Ce n'est pas encore un sujet à part, c'est un sujet qu'on doit intégrer dans la stratégie de l'organisation. Voilà pour les enjeux de la formalisation, de la création et du partage d'une politique diversité et inclusion. Alors, quelques concepts clés. Je ne vais pas aller dans le détail de ce qui est écrit, mais en gros, pour simplifier, la vision diversité-inclusion, c'est une phrase, c'est un paragraphe assez général avec des grands principes pour embarquer. En gros, ça répond au pourquoi. Pourquoi mon organisation veut-elle se lancer dans ces sujets-là? En quoi ça répond à notre raison d'être, à notre mission, et pourquoi c'est important pour nous en tant qu'organisation? La politique diversité-inclusion, ça va être le quoi. Les grands enjeux, les grands objectifs que je veux mener qui vont me permettre d'atteindre ma vision. Ma vision, c'est un peu une vision également, un état futur désirable. Et là, le quoi, la politique D&I va me donner les grands enjeux, les grands principes que je vais interroger, que je vais investir pour atteindre ma vision et répondre à ma vision d'entreprise. Et enfin, ma feuille de route, diversité-inclusion, ça va être le comment. Les actions concrètes, timées, chiffrées, détaillées, que je vais mettre en place pour répondre aux gros enjeux, aux gros objectifs que j'ai définis dans ma politique diversité-inclusion et qui me permettent de répondre à ma vision et de porter ma vision en interne et en externe. Voilà pour les concepts clés. Alors, concrètement, comment mettre en place une politique diversité et inclusion? C'est un petit chemin. Déjà, comme je le disais, il va falloir établir sa vision. La vision, ça va vraiment donner un cadre général. Ce sont des grands principes, mais ça permet toujours de se référer à pourquoi on fait les choses, en quoi c'est important pour mon organisation. Donc, on va établir sa vision stratégique D&I. Derrière, on va créer un engagement. Un engagement, c'est qu'il va falloir qu'il y ait des parties prenantes clés qui mènent ce projet. Ensuite, il va falloir faire un état des lieux des pratiques, des process, diagnostiquer où on en est, quelle est la situation actuelle dans laquelle je me trouve en termes de diversité et d'inclusion. Ensuite, on va pouvoir enfin formaliser cette fameuse politique diversité et inclusion. On va pouvoir établir sa feuille de route qui découle de notre politique diversité et inclusion. On va communiquer et mobiliser, c'est-à-dire qu'il va falloir embarquer l'ensemble de l'organisation autour de ma feuille de route, autour de ma politique diversité-inclusion, pour travailler et acculturer à ces sujets et en faire un enjeu collectif et pas un enjeu juste de la direction ou juste du référent diversité-inclusion ou du service RSE. Et enfin, on va pouvoir évaluer l'impact de nos actions et toujours être dans une démarche d'amélioration continue sur les sujets diversité et inclusion. Eh bien, sans plus attendre, on va partir sur l'étape 1, qui est l'établissement de la vision diversité et inclusion. Donc, c'est l'étape 1. Tout le monde ne le fait pas. Certaines personnes partent directement également dans la rédaction de la politique diversité et inclusion. Ça peut être intéressant quand même de poser cette vision, ou en tout cas de réfléchir à en quoi ça fait sens de s'embarquer dans ces sujets pour mon organisation. Donc, ça exprime le pourquoi. Et alors, comment on peut faire émerger cette vision diversité-inclusion?
Là, c'est du technique, hein. Comme je vous ai dit, on va être vraiment dans le comment on fait les choses et dans l'impact. Donc, pour faire émerger la vision d'E&I, c'est regrouper des personnes qui vont pouvoir travailler sur ce sujet-là, un groupe de 10 personnes, des personnes issues de la direction, des personnes issues des syndicats, de la RH, des personnes qui travaillent sur la diversité et inclusion, et pourquoi pas également des personnes, des collaborateurs, collaboratrices des différents services qui ont cette sensibilité-là ou qui sont déjà référents handicap, référents diversité ou ambassadeurs. Donc, un groupe de travail qui va être en charge de faire émerger les réussites, les défis, les enjeux pour l'organisation, de définir les valeurs clés qui vont soutenir la politique diversité-inclusion. Alors, la performance, la lutte contre les discriminations, l'égalité de traitement, l'égalité des chances, le bien-être au travail. Donc, toutes les valeurs clés qui vont soutenir et sous-tendre cette politique diversité-inclusion. Et donc, formaliser cette fameuse vision. Comme c'est quand même très flou comme notion, je trouve, en tout cas, c'est pas facile de travailler là-dessus. Il faut vraiment faire appel, parfois en interne, c'est compliqué de faire émerger une vision. Il faut peut-être faire appel à des personnes externes qui ont l'habitude de travailler sur des ateliers comme ça. Je voulais vous partager quelques exemples de vision. Alors, un exemple un peu bateau, qui n'est associé à aucune organisation. Voilà, une vision, c'est nous voulons être une entreprise où chaque collaborateur, collaboratrice se sent valorisé, reconnu, pleinement engagé et où la diversité est une source d'innovation et de performance. Vous voyez, c'est une phase un peu générique, mais qui donne un peu un cadre. On va le voir entre la vision BNP Paribas ou la vision Orange, on n'est pas exactement sur la même démarche, je trouve. Pour BNP Paribas, c'est nous croyons que la diversité, l'égalité des chances et la qualité de vivre ensemble sont une richesse. C'est pourquoi le groupe agit au quotidien auprès de l'ensemble de ses parties prenantes afin de créer un environnement respectueux de chacun, fondé sur l'égalité et fait de la lutte contre les discriminations un enjeu majeur. Là, on voit qu'on est sur l'égalité de traitement, la lutte contre les discriminations, donc plutôt des enjeux de base, des enjeux légaux, et qu'on intègre la notion de partie prenante, c'est-à-dire que l'action, elle aura lieu en interne auprès des salariés, mais également potentiellement sur tous les process qui sont en lien avec les clients et qui sont en lien aussi avec les fournisseurs. C'est vrai que la BNP, c'est un métier où on est en lien aussi avec du public, avec des usagers. Donc, ça peut être intéressant d'avoir cette notion de diversité, d'équité, de traitement et d'inclusion et de lutte contre les discriminations, que ce soit en interne ou vis-à-vis du public. Donc, ça donne une coloration à la politique diversité-inclusion qui va être menée. Chez Orange, la vision, c'est notre ambition est de concevoir et de développer le numérique de manière responsable et de faire de notre entreprise un lieu toujours plus inclusif qui donne à toutes et tous l'opportunité de s'épanouir, de contribuer à créer de la valeur au service du collectif. Là, on voit que la notion d'inclusion est importante. Elle n'a pas été citée chez BNP Paribas. On voit que chez Orange, l'inclusivité, l'inclusion est citée. On voit qu'il y a la notion de performance avec la création de valeur et l'opportunité de s'épanouir au travail qui est peut-être aussi liée à une notion de bien-être au travail. Donc, ce n'est pas exactement les mêmes valeurs qui sont portées, en tout cas dans la vision d'E&I chez BNP Paribas et chez Orange. Voilà, c'était des exemples de vision qui, j'espère, ont permis de mieux illustrer ce que c'était, ce qui, je vous proposais de faire émerger dans un atelier. Et là, je voulais savoir je voulais vous proposer de partager quelles seraient pour vous les valeurs qui permettraient d'être des piliers pour formaliser une politique diversité et inclusion. Alors, je vais repartager le QR code. Donc, l'idée, là, c'est de noter un mot, une idée, ou lutte contre les discriminations, on dira que c'est un mot, une formule, pour des valeurs qui, selon vous, pourraient être les piliers de votre politique diversité-inclusion pour la vision sur laquelle vous pourriez travailler. Donc, vous notez un mot, vous mettez envoyer, je crois, et ensuite, vous pouvez mettre plusieurs mots. Et voilà, on va faire émerger un petit nuage de mots. N'hésitez pas à participer. Après, je vous repartagerai le nuage de mots, si un nuage de mots émerge. Voilà, sur les valeurs qui sous-tendraient, qui soutiendraient votre politique diversité-inclusion si vous étiez amené à travailler là en atelier. Qu'est-ce que vous feriez émerger comme valeur pour porter votre vision diversité-inclusion? Je vais repartager le QR code et après, s'il n'y a pas, si vous n'avez pas forcément envie de participer, on peut également avancer.
Ah, mais attendez, je vais me mettre en nuage, excusez-moi. OK. Donc là, plus la notion d'égalité, des chances qui revient, ouverture d'esprit, OK. Je vous laisse un tout petit, encore 1 minute au cas où, le temps de vous reconnecter, si vous souhaitez participer, à faire émerger des valeurs qui pourraient soutenir une politique diversité-inclusion. C'est pas si simple, hein. On s'aperçoit aussi que c'est pas si simple de faire émerger des valeurs qu'on peut porter, et ces valeurs-là doivent aussi résonner avec la mission, la raison d'être de votre organisation. Alors, merci beaucoup. Donc, l'égalité des chances, l'ouverture d'esprit, la transparence, l'égalité. Team spirit, effectivement, une idée de collectif. Bon, bah, écoutez, je vous remercie beaucoup pour votre participation, et je vous partagerai ce nuage de mots. Appartenance, OK, qui vient d'arriver, effectivement. J'ai perdu le bien-être. OK. On voit qu'il y a, et le respect, on voit qu'il y a vraiment, ça peut aller très loin. On peut être dans la qualité de vie au travail, ou on peut être dans l'enjeu vraiment légal, avec la lutte contre les discriminations, comme on a pu voir dans la BNP. Donc, le spectre est assez large. Et cette vision, si on est plus dans des enjeux légaux, où on est plus dans, on va même jusqu'à la qualité de vie au travail, ce qu'on mettra dans notre politique diversité-inclusion derrière sera quand même nettement différente en termes d'action. Travailler sur la base, ou aller travailler jusqu'à peut-être la flexibilité du temps de travail, avec la diversité, l'inclusion, l'appartenance, le respect au travail, ce ne sera pas forcément les mêmes sujets de prioritaires dans votre politique diversité-inclusion. C'est pour ça que c'est important que tout le monde, une équipe, se mette d'accord sur les mots, sur les valeurs que vous souhaitez mettre en avant. Merci à tous. Je vais avancer. Alors, une fois qu'on a établi cette vision qui nous permet vraiment d'avoir des piliers auxquels on peut toujours se référer pour voir si on va dans le bon sens, l'idée, ça va être d'engager et donc d'identifier et d'impliquer des parties prenantes clés. Alors, quand on dit identifier et impliquer des parties prenantes clés, c'est que cette mise en place, cette formalisation ou cette reformulation de la politique diversité-inclusion, pour ceux qui en ont déjà, il va falloir que ce soit piloté et suivi. Et donc, notre préco, c'est de mettre en place un comité diversité-inclusion. Ce comité, c'est une équipe dédiée qui peut déjà exister, hein, ou être formée en mode projet, qui va être chargée de gérer et de suivre la mise en œuvre de la stratégie diversité-inclusion. Et pour cela, on préconise d'avoir un responsable D&I qui sera finalement le chef de projet de ce comité, de cette équipe. Dans la mesure du possible, on préconise de créer un poste de responsable diversité-inclusion, mais on sait très bien qu'en fonction de la taille de l'organisation, des ressources, du budget, ce n'est pas forcément possible. Donc, à minima, désigner un référent diversité et inclusion, et surtout intégrer cette mission dans la fiche de poste, parce qu'il n'y a rien de pire que d'avoir déjà un poste de RH ou un poste en RSE, et puis d'avoir cette mission qui vient se greffer sans avoir la mission dans sa fiche de poste, donc de ne pas avoir le temps, de ne pas avoir les ressources, de ne pas avoir la légitimité également sur ces sujets-là. Donc, c'est vraiment important qu'il y ait une fiche de poste avec la mission intégrée, et définir un périmètre avec des rôles et des responsabilités pour ce responsable D&I. Idem, au niveau du comité D&I, il faut bien que ce comité D&I ait une fiche de poste pour savoir jusqu'à quel niveau ce comité peut aller en termes de décision, à qui il réfère. Donc, c'est vraiment quelque chose qui se construit. Ensuite, on va avoir besoin d'une mobilisation générale et donc d'un soutien de l'équipe dirigeante. Il nous faut un sponsor parmi le COMEX, le CODIR, voire des sponsors parmi le COMEX et les CODIR. C'est important que ce sujet soit vraiment porté, incarné par l'équipe dirigeante pour qu'il y ait une confiance finalement et une adhésion au sujet. Je rappelle, la diversité et l'inclusion, ce n'est pas un sujet à part ou un énième sujet à part des RH, à part de la RSE. C'est un sujet RSE. C'est un sujet RH, parce qu'en fait, c'est simplement le fait de se sentir pris en compte pour ses compétences, participer au maximum de ses capacités au projet de l'entreprise. Donc, c'est un sujet RH, c'est un sujet ressources humaines. C'est un sujet pour chacun des collaborateurs et des collaboratrices. Donc, ce n'est pas un sujet à part, c'est un sujet transverse finalement, et qui infuse
à tous les niveaux de l'organisation. Et au niveau des collaborateurs, collaboratrices, c'est toujours un petit plus de les embarquer, pourquoi pas en faisant des sondages, des petits cafés, des choses comme ça, informelles aussi, pour leur demander leur avis. Est-ce que c'est important pour eux, la diversité et l'inclusion? Qu'est-ce qu'ils aimeraient voir émerger? Quels sont leurs sujets? Ça permet également d'embarquer. On sait, quand on interroge les gens, il y a une prise de conscience et on les associe à la construction d'un plan. Donc, c'est toujours intéressant, dans la mesure du possible, d'intégrer les collaborateurs et les collaboratrices dans ce sujet. Est-ce que jusqu'ici, tout va bien? Anissa, je te laisserai me dire si ça ne va pas, parce que je ne vois pas forcément les questions. Top. Ça va très bien. Il y a des pouces, des cœurs qui arrivent en réaction et il n'y a pas de questions sur le côté. Donc, tout va très bien pour continuer. Merci beaucoup. Super, merci. Je suis contente pour les pouces et les cœurs. Alors, après qu'on ait pu établir notre vision d'INI qui nous donne nos piliers, nos valeurs auxquelles se référer, une fois qu'on a notre équipe qui est en ordre de marche avec notre équipe comité d'INI, notre chef de projet, responsable d'INI ou référent d'INI, on va pouvoir entrer dans le dur, parce qu'avant c'était trop facile, c'est d'établir un diagnostic, établir un état des lieux de la situation. Là, c'est une étape fondamentale que vous pouvez faire en interne, vous pouvez faire avec un prestataire, mais c'est important de le faire. Et ça recouvre 3 grosses catégories, finalement. On peut aller dans plus de détails, mais ça va reposer sur une analyse, une analyse de données internes, et là, j'entends plus des données quanti. Ça va reposer également sur une évaluation de la culture d'entreprise sur ces sujets-là. C'est très, très important. Et le gros pavé, je dirais, c'est un audit des pratiques RH. Si je vais dans le détail de l'analyse des données internes, vous allez pouvoir, avec votre SIRH ou notre meilleur ami Excel, collecter des données sur la composition actuelle de votre entreprise. Donc, j'ai un effectif de X. Cet effectif, comment il se décompose entre hommes et femmes, en fonction des tranches d'âge, en fonction de personnes qui ont déclaré une RQTH ou pas, en fonction de personnes qui ont un parcours universitaire, école ou autre, en fonction de Bac+3 inférieur à Bac+3. Donc, en fonction des informations que vous avez à votre disposition sur votre effectif dans votre SIRH ou par ailleurs dans vos databases RH, vous allez pouvoir checker est-ce que j'ai de la diversité dans mon organisation? Est-ce que j'ai autant de seniors que de moins seniors? Est-ce que j'ai autant de femmes que d'hommes? Est-ce que j'ai des profils universitaires ou BTS ou plutôt grandes écoles, voire grandes écoles plus? Ça vous donne déjà des informations sur votre corps social et ça vous donne des informations pour savoir si vous êtes représentatif de la société française ou pas sur certains critères. Premier point. Ensuite, vous allez pouvoir collecter des données relatives au process RH, donc à l'équité de traitement. Je m'explique, avec votre SIRH ou encore par ailleurs, vous allez pouvoir récupérer des informations sur l'effectif par statut, par type de contrat, les personnes qui ont pu avoir une promotion l'année dernière, une augmentation, qui ont demandé une formation, la formation a été validée, est-ce qu'elle a été suivie, qui ont bénéficié d'une mobilité interne, horizontale ou verticale. Je ferai une petite parenthèse sur ce point-là après. Ceux qui ont droit à du télétravail, ceux qui n'ont pas le droit à du télétravail. Donc, tout type d'informations que vous avez à votre disposition sur le process RH. Et donc, quand je dis process RH, c'est vraiment au niveau du bien-être au travail, de la mobilité, de la formation, etc., comme je viens de vous le dénoncer. Et ce qui sera intéressant, c'est de se dire, j'ai mes données sur ma composition de mon corps social, j'ai des données sur des étapes clés de mon process RH et je vais essayer de regarder, est-ce que si je compare hommes et femmes, les femmes et les hommes bénéficient la même possibilité d'avoir une augmentation, une promotion, d'avoir demandé une formation et puis de l'avoir effectivement suivie. Est-ce que tout le monde est traité de la même façon au niveau du type de contrat, du temps partiel, du temps de travail, de l'accès au télétravail, etc. Donc, vous allez pouvoir croiser ces informations-là pour faire émerger de potentielles zones de risque. Ça, c'est la data chiffrée quanti. Et vous pourrez également
bénéficier d'autres mesures, d'autres indicateurs qui ne sont pas forcément accessibles avec le SIRH. Par exemple, avec le SIRH, vous ne pouvez pas interroger les origines ethnoculturelles. Vous ne pouvez pas forcément interroger non plus les convictions religieuses ou l'orientation sexuelle. Or, vous avez des baromètres et si vous respectez la RGPD, vous faites appel à des prestataires extérieurs, etc., vous pouvez interroger cette diversité-là pour voir si vous avez de la représentativité sur ces critères dans votre organisation. Vous pouvez interroger le sentiment de discrimination, etc. Avec un outil particulier, vous pouvez également checker le taux de réclamation sur les discriminations. Si vous avez un prestataire que vos collaborateurs peuvent appeler une hotline en disant voilà, je pense que je suis victime de discrimination, vous pouvez ressortir des statistiques et les analyser. Vous pouvez faire des autodiagnostics sur les biais. Vous avez également, via Take Your Place, accès à l'outil Mixity qui vous permet également de dégager des indicateurs. Vous pouvez également utiliser des testings par rapport au lieu de résidence de vos collaborateurs, collaboratrices. Il y a des testings pour voir si des collaborateurs habitent en QPV. Voilà, il y a beaucoup de choses à faire qui peuvent être faites en dehors de votre SIRH et en dehors des données que vous avez en interne pour aller plus loin dans votre analyse de la représentativité, de la diversité et du sentiment d'inclusion. Je faisais une petite parenthèse sur la mobilité. Il y a la mobilité verticale, mais il y a également la mobilité horizontale, parce que tout le monde n'est pas fait pour être manager. Et la mobilité horizontale, c'est aussi pouvoir donner la possibilité à des personnes de faire leurs preuves en tant que chef de projet. Quand on est chef de projet, on est reconnu, on est visible, on est en lien avec beaucoup de services différents dans l'organisation. Et c'est un sujet qui a émergé il n'y a pas longtemps d'une discussion, et de dire, voilà, il n'y a pas que la mobilité verticale pour valider les compétences de quelqu'un ou pour faire évoluer quelqu'un, donner de la visibilité via des projets transverses, via la chefferie de projet, c'est aussi permettre à des personnes de se faire connaître, de prouver leurs compétences et potentiellement de faire des mobilités horizontales dans d'autres services derrière et des possibilités de mobilité verticale ensuite. Voilà, c'était une petite parenthèse qui n'a rien à voir avec le sujet. En voyant le mot mobilité, j'avais envie de vous partager ça. Donc, première étape du diagnostic, des données finalement pas forcément internes, mais des données surtout quantitatives pour croiser et commencer à faire émerger des potentielles zones de risque ou des potentielles zones de bonne pratique. Deuxième étape de votre diagnostic, l'état des lieux de l'entreprise en termes de culture d'entreprise sur la diversité et inclusion. Est-ce que vos collaborateurs, vos collaboratrices connaissent votre politique diversité et inclusion? Par exemple, pour les 5 personnes qui ont dit « oui, j'ai déjà une politique diversité et inclusion », est-ce que tout le monde la connaît? Est-ce que tout le monde se l'est appropriée? Et est-ce que tout le monde adhère à cette politique diversité et inclusion? C'est un vrai sujet dans un contexte de diversité fatigue. L'adhésion des collaborateurs, des collaboratrices, c'est un vrai sujet. Et oui, on n'est même pas encore arrivé au bout de la mise en place de ces politiques diversité et inclusion qu'on a déjà des gens qui disent « il y en a marre de la diversité et inclusion ». Donc, c'est un vrai sujet. On verra au niveau de la communication que c'est important de communiquer de la bonne façon. Donc, pour diagnostiquer ma culture d'entreprise, petit 1, est-ce qu'elle existe, cette politique diversité et inclusion, et est-ce qu'elle est connue? Donc, je peux faire des sondages, des ateliers pour voir auprès de mes collaborateurs, collaboratrices, est-ce que vous connaissez ma politique diversité et inclusion? Si vous avez déjà des engagements ou des actions, vous participez, vous mettez en place des conférences, vous mettez en place des formations, ou alors vous avez des ateliers, des choses comme ça qui sont mises en place, vous pouvez peut-être demander ou suivre qui participe. Est-ce que tout le monde participe? Est-ce que c'est toujours les mêmes personnes qui participent à ces activités, à ces formations qui sont en général sur la base du volontariat? Voilà, d'aller faire un petit sondage. Est-ce que ça intéresse les gens? Est-ce qu'ils pensent que c'est les bonnes actions qui sont mises en place? Un deuxième point qui montre qu'il y a une culture d'entreprise diversité-inclusion, c'est l'existence justement de conférences, de sensibilisation, de formation au recrutement inclusif, aux fondamentaux diversité-inclusion, au management inclusif, ou des conférences plus spécifiques sur certains critères diversité qui sont difficilement appréhendables par tout le monde. Donc ça peut être intéressant de voir est-ce que ça existe déjà chez vous, et auquel cas, ça prouve qu'il y a déjà une démarche pour faire évoluer la culture d'entreprise. Et enfin, est-ce que ma marque employeur porte bien mes valeurs diversité et inclusion auprès de mes candidats, en interne aussi, et auprès du marché du travail, auprès du secteur?
Quand on a répondu à ces petites questions-là, on peut déjà voir à peu près où on se situe en termes d'évaluation de la culture d'entreprise. Enfin, au niveau de l'audit des pratiques RH, l'idée, ça va être d'examiner tous nos process RH, le sourcing, le recrutement, l'intégration des nouvelles recrues, la gestion du parcours professionnel dans son ensemble avec l'accès à la formation, l'accès aux promotions, voire les grilles de salaire également, et la mobilité interne, horizontale ou verticale. Donc, on va aller analyser tous ces process et on va regarder s'il y a des endroits, il y a des zones de risque avec où nos biais, des biais inconscients, des stéréotypes peuvent générer des pratiques non inclusives, voire discriminantes. Et donc, comment on fait pour auditer des pratiques RH, des process RH? Eh bien, on va récupérer les process. Déjà, on va voir est-ce que mes process sont formalisés, communiqués, appropriés, utilisés. Et puis derrière, on va faire des entretiens individuels, des entretiens collectifs pour faire émerger les pratiques. Et en fait, en général, où il y a un problème, déjà, c'est quand c'est pas formalisé. Bon, si c'est pas formalisé, c'est qu'en fait, on fait un peu chacun fait à sa sauce. Donc là, il peut y avoir des zones de risque. Mais si les process ont été formalisés par les RH, etc., ce qu'on peut voir, c'est que derrière, c'est les pratiques. Parce qu'on sait tous, c'est pas parce qu'un process est formalisé que tout le monde va le suivre. Et on peut voir que dans le courant, en général, dans le quotidien, par manque de temps, par manque parfois de connaissances, on va faire comme on a toujours fait. On ne va pas utiliser les outils à disposition, on ne va pas lire le process parce qu'on n'a pas le temps ou parce qu'on ne connaît pas, on ne connaît pas le process. Donc, il y a vraiment ce sujet de formalisation, de diffusion, d'appropriation et de checker que tout est bien utilisé. Et dans un premier temps, s'il est formalisé, c'est d'aller checker que ce process formalisé est bien inclusif. Est-ce que les outils utilisés sont bien inclusifs? Donc, vous pouvez le faire en interne, vous pouvez vous faire aider pour contrôler ces aspects-là. Donc, une fois que vous avez fait votre diagnostic sur les données quanti, sur le positionnement, le niveau de maturité de votre culture d'entreprise et que vous avez pu auditer vos pratiques RH, ça vous permettra de faire émerger finalement les bonnes pratiques, les axes d'amélioration et potentiellement déjà des recommandations si vous faites appel à un tiers extérieur. Et donc, ça vous permettra de formaliser votre politique diversité-inclusion. Comme on l'a vu au tout début, la politique diversité-inclusion, c'est le quoi. Donc, c'est donner une orientation, formaliser cette politique diversité-inclusion, c'est donner une orientation à votre politique diversité-inclusion pour derrière structurer les actions. Donc, quand vous aurez fait votre diagnostic, vous verrez peut-être que vous avez un process de sourcing qui n'est pas assez diversifié. Ou potentiellement un process d'accès à la formation qui n'est pas très clair, qui n'est pas inclusif, ou un processus de mobilité interne qui marche vraiment par bouche à oreille et donc qui n'est pas inclusif, voire discriminant. Je dis ça au hasard. Avec ces grands enjeux qui vont ressortir, avec ces grands axes d'amélioration qui vont ressortir, vous pourrez faire émerger des grands enjeux. Alors, il y a différentes approches possibles. Vous pouvez avoir une politique diversité-inclusion qui va être focus sur des groupes cibles. En gros, par exemple, vous avez pu voir que les seniors, c'était un enjeu avec vos données quanti, ou les personnes en situation de handicap, ou les femmes qui étaient moins représentées. Et là, vous allez construire toute votre politique diversité-inclusion en disant « Mes actions vont être à destination des personnes en situation de handicap, de l'égalité femmes-hommes et des personnes en situation d'aidance ou des seniors. » Donc vraiment, c'est je construis mes grands enjeux par groupe cible qui ont émergé de mon diagnostic. À l'inverse, ou en tout cas en complément, vous avez des organisations qui vont être focalisées par domaine RH. Donc là, ils vont construire leur politique diversité-inclusion en disant moi, je vais mettre toute ma force de frappe sur le recrutement, l'accès à la formation et la qualité de vie au travail. Donc là, on n'est plus sur des domaines RH. Il y a différentes façons de l'approcher et il y a également des organisations qui ont une approche combinée avec effectivement des actions sur finalement tous les grands domaines RH qu'on peut connaître, avec quelques actions ciblées pour permettre de remettre de l'équité de traitement sur potentiellement des populations qui seraient vraiment discriminées ou sous-représentées. Ça, c'est ce qui se fait de plus en plus.
je vais tenter, pour illustrer mon propos, de partager, excusez-moi, des politiques diversité-inclusion. Est-ce que vous voyez? Oui, vous voyez mon écran parce que je vois ce que vous voyez. Caroline, excuse-moi, peut-être que tu vas y revenir après, mais est-ce que tu as une recommandation sur l'approche la plus efficace, celle par groupe de population ou celle par axe RH? Oui, je pense que la combiner est plus adaptée parce qu'en fait, pour moi, il faut aborder une approche process parce qu'on est vraiment pour éviter pour éviter de générer de la diversité fatigue ou de générer des ah bah voilà super. Alors après les femmes, les personnes en situation de handicap, super, on va tout mettre sur la situation des danses ou parce que quand je dis ça, c'est des choses que j'ai entendues, c'est pour ça que je me permets. Ou bah voilà super, on va encore avoir une population qui est mise en avant, etc. Et que des gens se sentent mis dehors en tout cas ou qui ne se sentent pas inclus dans cette démarche. Pour éviter de générer de la diversité fatigue, pour moi, il faut avoir une approche process parce que ça permet de montrer qu'on va travailler pour tout le monde. C'est-à-dire qu'on soit senior, jeune, parent, non-parent, en situation de famille monoparentale, qu'on soit femme, qu'on soit d'une autre orientation sexuelle qu'hétérosexuelle ou quoi, quelle que soit finalement notre singularité à tous les moments de notre vie, l'organisation va mettre en place des process pour me permettre d'être traitée équitablement et que donc ce soit les compétences qui priment. Donc c'est pour ça que l'approche process pour moi est fondamentale. Mais ça n'empêche pas, si je vois qu'il y a vraiment une problématique particulière sur tel ou tel groupe, en plus de cette approche RH, c'est de dire, et on va pendant les 3 prochaines années faire un gros effort sur les femmes parce qu'elles sont sous-représentées au niveau de la direction. Et notre objectif, c'est de faire en sorte qu'on soit à 50-50 au niveau du COMEX sur les femmes et qu'on augmente les personnes en situation de handicap au niveau du management de X%. Ça n'empêche pas d'avoir des actions spécifiques définies dans le temps, déterminées dans le temps, mais de travailler sur l'ensemble des process. Est-ce que ça répond à la question? Très clair, merci beaucoup. De rien. Je voulais vous partager ce que j'ai trouvé, donc qui est accessible en ligne. La politique diversité-inclusion de la FDJ, elle est plutôt fondée sur les groupes cibles. Vous verrez que les engagements 2021-2025, ça va toucher l'équité, l'égalité pro-homme, femmes-hommes, l'inclusion des personnes en situation de handicap, l'intergénérationnel et la diversité sociale et diversité des origines. Donc là, on est sur des focus par groupe, finalement, par groupe cible. Sachant qu'à l'intérieur… Pardon, je te coupe parce qu'il y a des petites interrogations sur le côté. Donc, je te laisse peut-être ouvrir le champ des questions pour pouvoir y répondre. Et j'ai le sentiment que ça a été qu'il y a eu peut-être un cafouillage parce que j'ai l'impression que ça n'a pas été très audible. Ah, pardon. Alors, je transcris. Est-ce que tu as une recommandation? Vous n'êtes pas audible. Ah, pardon. Alors, je ne suis pas audible parce que ce que je dis ne fait pas de sens ou parce qu'en fait, vous n'entendez pas bien? Dorcas Mbia. Ça me paraissait très clair, moi. Donc, c'est pour ça que je ne sais pas quel est le sens. N'hésitez pas. En plus, parfois, je peux être un peu brouillonne, n'hésitez pas. OK. Alors, je laisse les questions, comme ça, n'hésitez pas à me dire s'il y a un souci. Donc, je voulais vous partager un exemple de politique diversité-inclusion par groupe cible et un exemple de politique diversité-inclusion qui était plus par process, donc la politique diversité-inclusion de la Société Générale, où là, on va voir qu'il y a cet enjeu de lutte contre la discrimination, qui est un enjeu plus donc transverse, RH. Le fait de mettre les actions sur la communication, la sensibilisation, la formation, l'environnement de travail plus inclusif et de porter la diversité et l'inclusion au niveau de la gouvernance du groupe. Donc là, on est plus sur une approche process, vous voyez, et pas du tout sur une approche groupe. Et effectivement, on peut mixer les deux. Je verrai si je trouve un exemple où on mixe les deux et que ça puisse vous être également envoyé par Anissa et ou à Ramata lorsqu'elles vous enverront le webinaire. Alors, je repars. Anissa, là, je te laisserai me redire s'il y a des questions parce que de nouveau, je ne vois pas les questions maintenant. D'accord, ça marche.
Bon, maintenant, on a notre politique diversité et inclusion qui est rédigée, qui est magnifique, avec la vision en introduction, finalement. Notre politique d'I&I qui va donner les grands enjeux. Voilà, qu'est-ce que je vais porter sur les 3, 4, 5 ans à venir, qui vont être mes grands enjeux et qui pourront être amendés, revus au bout de 2, 3 ans. Je vais pouvoir mettre en place ma feuille de route stratégique diversité et inclusion. Alors là, on est dans le comment. On va être vraiment dans l'action concrète. Alors, petit 1, on va définir des enjeux clés en fonction des résultats du diagnostic et les prioriser. Donc, on a nos grands enjeux, par exemple, si on est parti sur une approche process de recrutement, de former, de mieux sensibiliser, donc de travailler un peu sur la culture d'entreprise, d'améliorer le bien-être au travail ou d'améliorer l'inclusivité des process. Et bien là, je vais être sur des objectifs plus précis. Donc, améliorer la représentativité des effectifs, améliorer le sentiment d'inclusion, réduire le nombre de réclamations relatives à la discrimination. Là, je vais définir des indicateurs et des objectifs en face de chaque gros enjeu. Donc, si on est sur améliorer la représentativité des effectifs femmes, par exemple, je vais mettre en place un objectif SMART qui va être d'augmenter de 20% la représentation des femmes dans les postes techniques d'ici 3 ans ou dans le service informatique, etc. Et en face, je vais donc traduire ce gros objectif, qui est un peu issu de ma politique d'I&I, avec mon indicateur, mon objectif. Je vais essayer de trouver l'action la plus précise qui va me permettre d'atteindre mon objectif pour cet indicateur, présence des femmes dans les postes techniques d'ici 3 ans. Et donc, en face, par exemple, de cet objectif d'augmenter de 20% la représentation des femmes, ça va être potentiellement développer des partenariats avec des écoles ou des associations qui sont spécialisées dans la reconversion des femmes éloignées de l'emploi dans le code, par exemple, si on est dans le service informatique. Donc, je vais vraiment développer une action concrète qui réponde à ma problématique. Si on est dans la représentativité, il va sûrement falloir travailler sur le sourcing. Et dit que si on parle sourcing, ça va être travailler avec des cabinets de recrutement inclusifs en leur préconisant de m'amener des shortlists avec au moins une femme dans la shortlist. Ça, donc, on peut le faire. On ne peut pas dire qu'on ne veut que des femmes, mais on peut dire qu'il faut une shortlist diversifiée qui réponde à notre politique diversité-inclusion. Je fais écho à ce qu'on se disait dans le webinaire des fondamentaux. Ça va être donc de développer des partenariats avec des cabinets de recrutement inclusifs ou de carrément développer des partenariats avec des assos spécifiques, spécialisés sur ces sujets-là ou sur cette population qu'on souhaite plus représenter, ou mettre en place du sourcing avec des universités, des écoles, des BTS, etc. Donc là, on est sur de l'action très concrète qu'il va falloir cadencer dans le temps, mettre ça sur vraiment une feuille de route timée à 3 à 5 ans. Et chaque action devra être portée par une personne qui sera en charge de cette action, avec un budget, avec des ressources, avec des étapes à suivre. Donc, c'est vraiment très, très détaillé. Si je donne des exemples d'actions concrètes, on l'a vu, je viens juste de le dire, mais voilà, sur le recrutement inclusif, des actions concrètes, c'est de développer des partenariats avec des cabinets de recrutement inclusif, de mettre en place des partenariats avec des universités, pourquoi pas en région, ou alors avec des assos spécialisés dans des personnes éloignées de l'emploi, des personnes réfugiées, etc. Donc, on peut vraiment répondre à notre objectif et à notre enjeu de politique diversité-inclusion en mettant en place ces actions concrètes de recrutement inclusif. Sur la formation, une action concrète, si on voit qu'en termes de culture d'entreprise, on est un peu loin, les gens ne se sont pas appropriés les sujets, ne reconnaissent pas l'importance de la diversité-inclusion, ça va potentiellement être de mettre en place 4-5 conférences dans l'année pour aborder ces sujets, ou de former tous les managers au management inclusif et au recrutement inclusif. Donc là, ce sont des actions très concrètes qui vont être portées, par exemple, par la RH pour ces sujets-là. En termes de politique interne, c'est peut-être de mettre en place un groupe de travail ou de mettre un référent handicap pour travailler l'accessibilité des personnes en situation de handicap, ou de retravailler le télétravail flexible si, par exemple, on a un groupe cible qui est la famille monoparentale. Travailler sur le télétravail ou travailler sur la flexibilité des horaires, ça peut être intéressant aussi. Et c'est une action concrète. Mettre en place des programmes de mentorat, de parrainage, et même en interne, sur l'onboarding, s'assurer que chaque nouvel entrant a un buddy, un parrain, pour donner les codes informels de l'organisation. Et l'informel est très important pour réussir une intégration. Et enfin, de s'assurer qu'on a des outils de prise de décision objective et donc de faire un travail concret sur les outils RH
fiche de poste inclusive, annonce inclusive, grille d'entretien inclusive, grille d'évaluation inclusive. Voilà des exemples d'actions concrètes qui peuvent être positionnées dans votre feuille de route stratégique et qui doivent répondre à vos enjeux de politique D&I. Je vais peut-être faire une pause à ce moment-là. Si vous avez des questions, ça peut générer des questions. C'est le meilleur moment, je trouve, c'est quand on cherche les actions pour répondre à son objectif, à ses enjeux, à sa vision. Mais il est important, je pense, de faire vraiment les étapes précédentes parce que si on n'est que dans l'action, on peut avoir des actions qui n'ont pas sens et donc qui perdent notre organisation, nos collaborateurs, nos collaboratrices. On a pas mal, nous, d'organisations avec lesquelles on travaille qui, effectivement, on fait plein de choses, mais plein de choses qui sont tellement disparates et finalement qui n'ont pas des grosses portées. C'est plein d'actions, mais qui n'ont pas un impact énorme. Et donc, en fait, ils ne sont pas reconnus, la politique diversité et inclusion n'est pas reconnue, il n'y a pas de sens. Et ça, c'est parce que le travail de définir sa vision, sa politique diversité et inclusion avant n'a pas forcément été fait. Et donc, peut-être que ce responsable D&I qui porte tout avec ses petits bras, déjà, il n'est pas reconnu, il n'a pas le bon rôle et il n'a pas le bon positionnement et il n'a pas le pouvoir de mettre en place plus de choses. Donc, c'est pour ça que c'est important, même si on a tous envie de mettre en place des actions et de faire changer les choses. Alors, j'enchaîne. Si on est maintenant, on a notre vision qui a été définie, notre politique diversité et inclusion qui est rédigée, formalisée, diffusée, et d'ailleurs pas encore diffusée parce que c'est le point 6, et on a établi notre feuille de route stratégique. En gros, là, mon comité D&I a travaillé en chambre, mais aussi via des entretiens, via des sondages, mais c'est vraiment une équipe qui a tout traduit en feuille de route et en politique diversité et inclusion. Et maintenant, il va falloir embarquer tout le monde autour de ces sujets, en faire un enjeu collectif pour créer une culture de l'inclusion qui soit pérenne et qui soit vraiment une référence pour tout le monde et éviter le social washing ou la diversité fatigue. Donc, petit 1, sa méthode de conduite du changement, finalement, c'est de concevoir un plan de communication pour s'assurer qu'on obtient bien l'adhésion du personnel à ces nouvelles valeurs, à cette politique, expliquer le pourquoi, expliquer le comment et porter ces valeurs. Et là, on va voir que pour toucher les collaborateurs, les collaboratrices, toucher la ligne managériale, s'assurer que l'ensemble du COMEX porte bien ces valeurs, c'est pas forcément le même canal de communication, c'est pas forcément la même fréquence de communication, c'est pas exactement le même détail au niveau du message. Et on voit qu'en plus, en fonction de la culture d'entreprise, il y en a qui vont porter ça lors d'événements, des grands raouts, des conférences, les moments où on fait des séminaires d'entreprise. D'autres vont favoriser le mail, la newsletter. Donc, il y a vraiment un travail à faire qui doit être pensé pour s'assurer d'obtenir l'adhésion et la bonne compréhension de pourquoi on fait les choses, comment on va faire les choses. Et ça dépend vraiment de chaque boîte. Et puis, il faudra également penser à la communication vers l'extérieur pour communiquer l'engagement, son positionnement. Ça permet toujours de travailler sur l'image de marque et la marque employeur, mais ça peut permettre également de faire bouger le secteur et d'avoir de l'impact. Quand on montre qu'on s'engage, on peut faire bouger les autres finalement sur ces sujets. Excusez-moi. Et au niveau de la communication, de la mobilisation, au-delà du plan de com pour faire connaître notre politique D&I et notre feuille de route stratégique, ça va également être un travail pour ouvrir la communication sur ces sujets, permettre la libération de la parole, que chacun se sente libre de pouvoir exprimer sa singularité à ses collègues en toute transparence et dans la bienveillance. Et puis également de pouvoir partager ses idées sur la politique diversité-inclusion. Donc, favoriser safe place et le sentiment de pouvoir partager, de participer, pourquoi pas, à des événements liés à la diversité, semaine du handicap, le mois des fiertés, etc. Et surtout d'être ouvert et de revoir régulièrement sa politique D&I, en tout cas de s'assurer qu'on est toujours dans le droit chemin, qu'on garde le cap, qu'on garde ce cadre de référence et qu'on est toujours dedans et qu'on répond toujours aux problématiques de la société et surtout de ses collaborateurs, collaboratrices. Voilà les enjeux de communication et de mobilisation. Excusez-moi. Et enfin, en fait, comme on est dans une démarche d'amélioration continue, il faut bien qu'on évalue l'impact
On a mis potentiellement en place des tableaux de bord, puisqu'on a mis en place des indicateurs, des objectifs. Vive le contrôle de gestion. Et donc, il va falloir mesurer et vérifier est-ce que les actions qu'on a voulu mettre en place, qu'on a priorisées, nous permettent d'atteindre nos objectifs, les objectifs de notre politique diversité-inclusion, nous permettent de maintenir le cap vers notre vision. Et donc, il va falloir mesurer et ajuster régulièrement les résultats. Donc, quand on dit régulier, bien sûr, on est quand même dans un changement. Il n'y a pas forcément beaucoup de quick wins, de résultats rapides. Donc, on est dans une démarche du changement. C'est assez long. C'est pas la peine de faire un tableau de bord qui va être mis à jour tous les mois. Mais pourquoi pas faire un point tous les 6 mois, tous les ans, avec le comité d'INI, la direction, pour dire voilà ce qu'on voulait mesurer, voilà nos objectifs, voilà où on en est. Se poser les bonnes questions. C'est pas parce qu'il n'y a pas de résultat dans les 3-4 mois que l'action n'était pas bonne. C'est peut-être que c'est une action qui prend plus de temps à générer de l'impact. Et c'est OK, il n'y a pas de problème. L'important, c'est de savoir et de se poser la question. D'être transparent. Pourquoi pas communiquer également à ses collaborateurs, collaboratrices où on en est, ce qui fonctionne moins. D'être dans cette culture du feedback où on peut interroger les collaborateurs, les collaboratrices sur leur sentiment d'inclusion, leur sentiment de discrimination et voir de faire évoluer des initiatives si besoin. Est-ce que vous avez des questions ? Non, il y a pas de question. Il y a juste un petit enjeu d'une personne qui n'arrive pas à t'entendre, mais le reste, on t'entend très bien, donc on peut continuer. Ok, top. Eh bien là, on a été ensemble pendant 1 heure. Je vous ai partagé, selon moi, selon nous, Mosaïque RH, les points importants, les étapes clés à mettre en place. J'espère que c'était assez clair et assez concret pour vous permettre derrière de ressortir avec peut-être des petits tips, des choses que, enfin, j'ai pas réinventé la roue, c'est une démarche de conduite du changement, mais peut-être qu'il y avait des choses, vous vous êtes dit, finalement, ça, je l'avais pas mis en place chez moi, ou ok, je vois aussi les difficultés auxquelles je vais faire face. Et d'ailleurs, ce que je vous propose, c'est de faire un petit brainstorming, parce que nous, ce dont on s'aperçoit, c'est que finalement, c'est assez clair comment on met en place cette démarche, cette feuille de route. En revanche, quand on est dans une organisation, on peut faire face à des freins ou à des leviers pour mettre en place cette politique diversité-inclusion. Et donc, j'aurais souhaité savoir si vous vouliez partager avec nous les freins que vous identifiez déjà après avoir vu cette présentation en disant « mais alors là, je ne vais jamais pouvoir mettre ça en place chez moi, c'est pas possible parce que blablabla ». Ou alors les leviers que vous voyez en disant « mais maintenant que j'ai vu ça, je vois que je vais pouvoir jouer là-dessus pour mettre en place cette politique diversité inclusion et surtout qu'elle ait de l'impact, parce que c'est ça l'important, c'est de faire en sorte que les choses changent, d'intégrer plus de diversité au sein des effectifs, de permettre la mobilité de tous et de faire en sorte que tout le monde se sente inclus. Et comme ça, on pourra peut-être échanger ensemble sur les leviers, les freins que vous allez faire émerger ici et pourquoi pas partager des expériences de tout à chacun lors de ce webinaire. Je repartage le QR code. L'idée, c'est vraiment de faire émerger qu'est-ce qui, selon vous, va bloquer la mise en place de cette politique DNA ou sa réussite. Et puis de partager les leviers également, les bonnes pratiques que vous voyez apparaître. Et puis, on peut en discuter derrière. Dans l'application, vous pouvez choisir si c'est un frein ou un levier avec un petit menu déroulant. Vous pouvez vraiment noter effectivement là, un mot ou une phrase pour expliciter. Et puis, après, il faut taper sur « Envoyer ». Je vous laisse, je repartage le QR code. Honnêtement, je pense que ça, c'est un moment qui peut être intéressant pour vous dans une démarche de bénéficier des bonnes pratiques de chacun ou de partager vos interrogations sur la bonne mise en place de ce sujet, qui est l'étape numéro 1 pour nous, pour faire en sorte que derrière, tout fonctionne finalement, que les actions qui soient mises en place puissent fonctionner et aient un sens et permettre de faire en sorte d'intégrer plus de diversité et de faire en sorte que le sentiment d'inclusion soit meilleur pour tous et toutes. Vous pouvez également partager des leviers si vous voulez.
Alors, j'attends encore 2 petites minutes pour vous laisser compléter des freins, des leviers. Et puis après, on pourra, normalement, je ne sais pas si tout le monde peut parler, mais je pense que oui. Si certains veulent expliciter les freins, et sinon, on essaiera d'en discuter. Je vous partagerai aussi, moi, mes bonnes pratiques. De toute façon, je propose qu'on commence à se lancer et s'il y a des nouveaux freins, des nouveaux leviers qui arrivent, hein, parfois en discutant, on peut faire émerger des choses, et ben on les prendra au fil de l'eau. Et en plus, il y a des choses qui se répondent, hein, effectivement. Alors, je vais déjà regarder les freins potentiellement. Effectivement, hein, on voit qu'il y a des freins qui émergent. Est-ce que tout le monde peut participer normalement, je pense? Est-ce que tout le monde, s'il ouvre son micro, peut participer? Anissa, je ne sais pas d'ailleurs, je pense que oui. Oui, Ok. ça marche. Super. Bah, si quelqu'un, est-ce que quelqu'un a envie de rebondir sur les freins qui sont notés là, qui a envie d'expliciter le propos? Je veux bien prendre la parole, si vous voulez. Moi, je trouve que le truc le plus important au début, c'est que la personne qui soit en charge du sujet soit une personne qui soit absolument convaincue et qui mette un gros niveau d'énergie au démarrage. Parce qu'en fait, au démarrage, c'est compliqué. Tout le monde voit ça comme une priorité 2. Donc, il y a un gros effort à faire de mobilisation au démarrage. Par contre, une fois qu'on commence à avoir des premiers succès, tout le monde est content en fait d'avoir des succès à partager. Et donc là, on peut commencer à être moins dépendant d'une personne qui met beaucoup d'énergie et à davantage mobiliser le collectif parce que fort des premiers succès et du fait qu'on ne démarre pas d'une feuille blanche et qu'on n'ait pas l'Everest à montrer tout seul, c'est beaucoup plus facile de mobiliser les gens dans un temps d'eux. En tout cas, moi, c'est le retour d'expérience que j'ai. Donc ça a fonctionné chez vous? Ça a fonctionné chez nous, mais du coup, c'est moi qui avais pris ces sujets-là au démarrage et donc j'ai dû mettre beaucoup d'énergie et ça reposait beaucoup sur moi. Et je me disais que si je passais sous un bus le lendemain, je ne sais pas ce qui resterait dans la boîte. Et en fait, au fur et à mesure du temps, j'ai réussi à faire passer ça de un sujet qui est complètement dépendant de moi à un sujet maintenant qui est rentré dans la stratégie de Serena et qui fait partie des objectifs stratégiques. Alors, je suis toujours lead sur ces sujets-là, mais avec une mobilisation collective. Mais ça m'a pris 3 ans avant. Okay. Donc, c'est pas neutre, quoi. Tout à fait. En plus du travail d'à côté, j'imagine, potentiellement. Ouais. Ok. Est-ce que quelqu'un veut prendre le sujet? Marie? Ouais. Je rejoins Émilie et c'est un sujet qui prend beaucoup de bandes passantes. Nous, par exemple, dans notre entreprise, du coup, je suis chez Swile avec Charlotte notamment, sont les recruteurs qui prennent en charge ces sujets dans une entreprise qui est en hyper-croissance. C'est-à-dire que ce sont des sujets annexes et on essaie d'avancer sur ces sujets. On a essayé de le faire dans le passé, mais ce sont des sujets malheureusement qu'on doit killer par moment parce que au moment de les présenter, on n'est pas tous en phase, c'est pas le bon moment. On a des turnovers aussi, donc les honneurs des sujets finalement ne sont plus présents. Enfin, c'est vraiment un manque de temps, je pense, sur ces sujets-là, et ils sont malheureusement en effet considérés seconde priorité parce que du coup ils nous impactent nous en tant que recruteurs et services RH dans les entreprises, mais pour les preneurs de décision côté IT, côté sales, etc., ce sont des sujets qui sont en second plan. Pour nous, ce sont des sujets qui sont super importants et qu'on a envie de porter dans l'entreprise. Donc, c'est vraiment les freins. Je pense que c'est
une priorité très différente entre le service RH et les preneurs de décision, les personnes qui ils ont envie de le faire, mais clairement, ils ont d'autres sur leur feuille de route, ils ont d'autres choses à penser, quoi. Donc, c'est à nous de les porter, sauf qu'on manque de temps aussi dans les entreprises en hyper croissance. Voilà. Donc, gros frein, ouais, à ce niveau-là. Merci Marie. Charlotte? Oui, bah, je prends la suite de Marie, avec qui je travaille pour le coup. Moi, ce que je vois beaucoup, parce que je travaille surtout sur les profils techniques, c'est le fait que les profils issus par, alors c'est pas toujours le cas, mais la diversité sont plus juniors. Pourquoi? Bah, parce qu'on a pris du retard sur ces profils. Je pense par exemple aux femmes qui se sont éloignées de l'emploi, ou alors, je vais prendre surtout l'exemple des femmes, mais elles n'ont pas forcément 10 ans d'expérience parce que oui, elles sont en train d'être formées, donc c'est des profils juniors. Et du coup, bah, on a souvent un frein à les recruter parce que bah, une boîte veut toujours des profils très compétents, très qualifiés. Et du coup, bah, même si on veut mettre la plus grande volonté à intégrer ces profils, et bah, parfois, en fait, on n'a pas la possibilité de... Parce que le marché est un peu en retard, en fait, tout simplement, et qu'on a mis un peu de temps. Alors, dans quelques années, ce sera différent, mais c'est le frein principal que je vois à notre niveau aujourd'hui. Donc, c'était ça, profil junior, plus junior en cible. J'avais Ouais, pas c'est ça. C'est pour ça que j'ai pris la parole aussi, parce que Merci. j'étais pas sûre que ce soit super clair. Ok. Est-ce que quelqu'un d'autre veut prendre la parole? Ok, bah merci beaucoup. C'est vrai que de ce que j'entends, il y a en termes de frein, finalement le problème du temps, parce que finalement, c'est pas des personnes dédiées qui portent la diversité inclusion. J'ai entendu en tant que recruteur, on le porte, etc. Il n'y a pas une personne dont c'est le job forcément qui porte ces sujets-là. Et honnêtement, nous, on pense chez Mosaïque RH, et d'ailleurs, même on avait regardé, vous avez peut-être déjà vu le cahier des charges du label Alliance, label Diversité et label EGA Pro, avoir des ressources dédiées avec une fiche de poste dédiée qui porte ces sujets, et donc qui a le temps de le porter et qui est rattaché stratégiquement au COMEX, au CODIR, et qui a une liberté d'action. Ça permet la réussite du projet, finalement. Donc, effectivement, quand c'est pas dans notre fiche de poste qu'on le fait en plus, c'est très dur à porter. Ça, je l'entends très bien. Mais c'est pour ça que si c'est possible, et effectivement, il faut que ce soit possible, d'avoir un référent et que quelqu'un puisse avoir une partie de son temps qui soit vraiment dédiée à ces sujets. Ça peut être une piste, mais c'est pas forcément toujours très simple. On voit également le fait que ce soit un sujet qui soit plus un sujet RH, où tout le monde est conscient que la diversité, c'est important, mais les opérationnels, finalement, ils sont dans le jus ou ils en font quand même peut-être moins un enjeu. Si on repart sur les enjeux même de pénurie de talents, etc., le fait de s'ouvrir à des profils un peu différents peut permettre aussi d'engager les opérationnels à revoir la diversité comme un enjeu prioritaire pour eux et pas juste un truc en plus, et de se dire peut-être que si on est dans des métiers... j'ai un client qui cherche des profils pour plutôt neuroatypiques, donc en termes de situation de santé, pour des métiers dans la technologie, parce qu'il pense que ça peut être un plus et que c'est des populations qui, pour l'instant, sont peut-être pas facilement intégrables dans leur process de recrutement, mais ils aimeraient développer les personnes en situation de santé ou en situation de neuroatypique, et que ça pourrait être des talents pour répondre à leurs besoins sur certains métiers. Donc, c'est pas forcément simple, mais de voir en quoi on pourrait faire changer les choses, l'état d'esprit des opérationnels pour leur montrer que c'est vraiment une chance d'intégrer des potentiels et de véritables talents. Mais ça, c'est un discours effectivement qui se construit et c'est un petit peu, c'est pas simple, mais il faut se poser dessus. Mais les opérationnels, effectivement, eux, ça va pas être avec potentiellement des valeurs humaines, même si tout le monde est humain, mais comme ils ont leur quotidien, ils doivent embaucher, ils veulent quelqu'un de performant tout de suite, c'est de leur montrer effectivement pourquoi ça marche et quels sont les enjeux de réussite, de réduire peut-être aussi le turnover en trouvant la bonne personne qui convient bien avec les bonnes compétences. Mais c'est pas forcément évident. Avoir des ambassadeurs pour être garant du sujet, comme levier par rapport à la direction.
On voit que les leviers, ça peut être des dirigeants impliqués sur les sujets, des ambassadeurs, peut-être au niveau de la direction aussi, et au niveau des collaborateurs. Et on voit qu'un des freins, c'est la direction. Je suis totalement d'accord avec vous. Si la direction ne suit pas, ça ne marchera pas. Il faut que la direction soit engagée sur ces sujets, montre qu'elle est engagée et montre que c'est un sujet pour l'organisation. Là, une solution, ça peut être, s'ils sont OK avec ça, d'avoir un atelier spécial CODIR, COMEX, avec une personnalité qui va venir témoigner, qui va donner, partager les enjeux, mais de dirigeant à dirigeant. Pas une personne comme ça, un consultant lambda qui vient, mais voilà, parler de dirigeant à dirigeant. Pourquoi pas organiser aussi des dîners de CEO avec des organisations qui sont avancées, des organisations qui sont moins avancées. Voilà, permettre la rencontre entre dirigeants, avec des dirigeants impliqués, des dirigeants moins impliqués, pour faire bouger les choses au sein de votre organisation. Ça peut être intéressant. Et peut-être qu'avec Take Your Place, c'est vraiment le lieu de faire converger et de se faire rencontrer vos directions aussi. La méconnaissance, clairement, la méconnaissance, mais ça peut se résoudre si votre direction est moteur et d'accord avec l'organisation de conférences, l'organisation de témoignages, avec la mise à disposition de ressources comme des podcasts, des médias qui permettent d'éduquer à ces sujets-là, au sujet de la diversité. C'est quoi la diversité et qu'est-ce que c'est que l'inclusion? Et oui, c'est des sujets qui sont principalement perçus comme étant liés au recrutement. Et le fait d'écrire une politique diversité-inclusion, ça montre que c'est pas juste ça. Et si c'est porté par la direction et que c'est communiqué, ça permettra de montrer que c'est juste le quotidien de chaque collaborateur, collaboratrice. Et ça, effectivement, c'est des choses qu'il faut aller casser pour montrer que tout le monde peut profiter de ces sujets-là à tous les moments de sa vie dans l'entreprise. Et pareil, hein, si c'est un sujet effectivement qui est vu comme priorité 2 au moment de difficultés économiques, rappeler les enjeux de performance qui sont liés à cela en donnant des exemples précis de performance ou en montrant que on va mieux répondre aux besoins du marché, aux besoins de nos clients, de la société en étant représentatif de société, parce que clairement, on a tous fait un atelier d'intelligence collective où on avait, si on se ressemble, on est en entre-soi, on a les mêmes idées. Et là, il y a quelqu'un qui débarque, qui a une idée complètement différente, et on se dit, mais d'où ça vient? C'est lunaire. On a tous nos personnalités, on a tous notre histoire, notre construction, notre éducation, qui fait que forcément, ça amène d'autres idées. Et donc, on répond forcément mieux aux besoins du marché si on a des idées très différentes. Et on a des profils très différents. Mais ça, je pense que ça se rabâche, ça s'explique, ça se prouve avec des études également. Mais autant, encore une fois, il va falloir avoir le temps et l'opportunité de présenter ça à la direction, au manager, pour embarquer tout le monde. Je regarde un petit peu les leviers. Effectivement, hein, des dirigeants impliqués et ça génère une marque employeur positive, ça génère une attraction de rétention des talents et ça, c'est un levier effectivement important, notamment pour les opérationnels. Je dirais que ce sujet-là, si on arrive à le mettre en avant, pour les opérationnels, c'est important de pouvoir attirer les bonnes personnes et surtout de les retenir pour éviter de perdre du temps à reformer en interne, etc. Merci en tout cas à toutes et tous. Et ma dernière petite question serait... J'espère avoir répondu à vos questions. Est-ce que certains autour de cet écran, ceux qui restent, celles qui restent, pensent pouvoir porter un projet, voilà, ce projet de mise en place d'une feuille de route, d'une politique, d'une vision dans son organisation en 2025, voire faire évoluer ce qui est déjà à date, s'il y a déjà des choses qui sont mises en place, est-ce que vous pensez que vous pouvez restructurer, retravailler là-dessus pour votre organisation en 2025 pour repartir avec des bonnes ondes? N'hésitez pas à participer. Moi, j'aimerais qu'il y ait 9 participants, a priori. Je voudrais qu'il y ait 9 oui. Mais ce n'est pas forcément évident. Hein. Et effectivement, avec la période actuelle, ça peut être un sujet qui passe derrière. C'est pour ça qu'il y a un véritable enjeu de pouvoir montrer que c'est bénéfique pour l'organisation, pour l'image de marque, pour la marque employeur et pour la performance. Parce qu'on est, voilà, on est des organisations, on n'est pas des assos. Et c'est normal de vouloir aussi une organisation pérenne et donc de la performance. Mais c'est juste complémentaire. Bon, on a plutôt du oui. En tout cas, je vous remercie beaucoup d'avoir participé à ce webinaire. J'espère qu'il vous aura donné des clés ou des tips ou en tout cas des réflexions. Si vous avez des questions, n'hésitez pas.
Et le prochaine session, ce sera en présentiel. Je n'ai pas encore l'info de où, mais on viendra vers vous, Anissa, Aramata. Ce sera une fresque du recrutement inclusif le 5 novembre. Oui, exactement. Ça va être super. Et vous dire également que nous avons demandé à 2 entreprises adhérentes à ce jour de nous accueillir. C'était pas possible pour l'instant. Donc, si ici, il y a des gens qui, aux entreprises, peuvent nous accueillir, animer cette fresque, à savoir que nous avons besoin de choses assez classiques, de 2 tables. C'est ça, hein, tu me disais ça, Caroline, de 2 tables sur lesquelles on peut finalement être autour et circuler. On pense qu'on sera entre une bonne vingtaine peut-être. Donc voilà, à savoir si l'un ou l'une d'entre vous peut nous accueillir. Mais on vous envoie un mail plus concret histoire de formaliser tout cela. Merci à tous. Merci vraiment à toutes et tous. Merci beaucoup. Et bonne journée. Bonne journée. Au revoir. À très bientôt. Merci beaucoup. Très bonne journée à toutes et tous. Au revoir. Au revoir.